Mesdames et messieurs, chèrement, bienvenue à cette séance sur la peau qui vieillit. Parce que la peau, c'est vrai que nous, on voit la peau, c'est un truc tout plat comme ça qui est à l'extérieur, etc. Mais enfin, pour les dames, c'est quand même quelque chose d'important, n'est-ce pas? Plus que pour les messieurs, mais enfin, voilà. Et puis, on va voir que la peau, c'est quand même, on voit ça comme une sorte de surface, mais en fait, c'est un élément biologique absolument fondamental et protecteur qu'on a autour de nous. On s'en rend compte quand on attrape un coup de soleil, on se coupe, qu'on se brûle, que tout d'un coup la peau existe. Mais en fait, c'est comme tous les organes hein, qui font leur travail en silence, comme on dit toujours. C'était le professeur Le Riche, c'était son grand truc, le travail en silence des organes. Et la peau en est un absolument essentiel, fondamental, pas purement esthétique, mais quelque chose dont on dépend beaucoup. Et on la voit comme quelque chose de plane et tout, mais en fait, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Enfin, je ne vais pas donner un cours avant notre orateur, mais de toute façon, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'extraordinaire avec tout ce côté biologique, tout ce qui existe à la surface. On a cette vision complètement statique des organes, d'ailleurs, intestin y compris, et comme la peau, tout le microbiote qui se trouve à ce niveau-là joue un rôle absolument fondamental. J'ai un grand débat régulier avec ma fille, puis qu'elle a des petits-enfants, et puis je ne sais pas si cette génération, il faut les laver au savon tous les soirs, etc. Et puis, c'est le meilleur moyen pour avoir des boutons qui apparaissent, des surinfections, ce genre de choses, au lieu de laisser justement ce microbiote un petit peu se développer. Alors, comme tout le reste, eh ben, la peau, elle vieillit et on s'est dit que ça serait intéressant une fois d'avoir un spécialiste qui vienne nous parler de la peau. Alors, comme vous le savez aussi, peut-être, les dermatologues quand on apprenait, nous, la dermatologie non dermatologue, c'était toujours les macules, papules, vésicules, pustules, n'est-ce pas? C'est un petit peu réducteur quand même pour cette spécialité, si j'ose dire. C'est l'alphabet qu'il faut suivre, mais qui est très utile. Mais les dermatologues sont aussi des poètes, et donc quand on a discuté ensemble avec Denis sur la peau qui vieillit, il m'a pas dit qu'il allait appeler ça dermatoporose, n'est-ce pas? Prend tout de suite un statut complètement différent que la vieille peau, n'est-ce pas? Alors, c'est un plaisir d'introduire brièvement Denis Salomon. C'est connu à l'hôpital à l'époque où on sévissait et qui a fait toute sa formation essentiellement à Genève, allé aussi aux États-Unis, à différents congrès, publications, etc., à l'étranger. Puis, il a fait sa formation plus avancée au niveau d'un privat-docent et chargé de cours au niveau de la faculté de médecine avant de monter son cabinet à plusieurs, qui est la clinique du Seget, où là, il y a toute une série de pépites spécialistes dans la dermatologie. Alors, vous avez affaire à quelqu'un de largement compétent en la matière, un praticien aussi, qui va vous expliquer ce que c'est la dermatoporose ou la peau qui vieillit. Denis, un grand merci. Ça s'est allumé, donc c'est bon. Louis, merci beaucoup. Alors en fait, Louis m'a arraché cette conférence parce que ça fait depuis 2011 que j'ai quitté l'hôpital, quelques topos de temps en temps dans des congrès, mais au final, c'est un exercice, je ne me suis pas livré à cet exercice depuis presque une quinzaine d'années. C'est avec plaisir néanmoins que je suis là. J'ai rencontré des collègues de longue date, quelques patients et patientes, et je vois que vous êtes nombreux dans la salle pour ce sujet où Louis a utilisé le terme dermatoporose. C'est pas du tout moi qui l'ai inventé. Il est même protégé, enregistré dans la communauté européenne. Et en fait, je vous ai mis ces deux photos pour commencer parce que les Anglais ont toujours l'art, je dirais, du mot qui frappe, hein. Skin aging, ça sonne vraiment très très bien. Sénescence cutanée, peau qui vieillit, vieille peau, c'est quand même nettement moins porteur. Mais déjà, quand on regarde, on commence à comprendre un certain nombre de choses.
là, à l'évidence, on a un mollet d'une personne, on va dire jeune, une trentaine d'années. Ici, d'une personne entre 70, 70 et plus. Vous remarquez immédiatement des changements de couleur. Vous appréciez une certaine finesse ou transparence. Pourquoi? Parce qu'on voit le réseau veineux, on voit ce qu'on appelle des ecchymoses ou des bleus, donc ça traduit une fragilité. On voit des troubles de la pigmentation, toute une série d'éléments pour n'importe qui, en tout cas dans le monde caucasien, va dire ben, ça c'est la peau de quelqu'un qui est âgé. Je vous montre 5 cm² de cette peau, vous allez dire c'est une personne âgée. Derrière ces modifications qui nous sautent aux yeux, il y a toute une série d'événements biologiques qui aboutit à ça. Et à la fin, on discutera aussi des quelques éléments qui permettent d'éviter ça. Mais je dirais la mauvaise nouvelle pour nous tous, c'est qu'on a probablement été tous un peu trop au soleil et que c'est plutôt pour les générations futures, donc pour les petits-enfants, pour les enfants, qu'il faut avoir un discours de comment gérer notre exposition solaire. Cette deuxième image, elle est aussi très parlante parce que on revoit tous ces changements avec la couleur qui frappe toujours, mais la couleur, c'est l'épiderme. On verra ce qui se passe au niveau de l'épiderme, hein, c'est l'enveloppe la plus externe de notre peau, mais il y a également un affinement, on va dire, des structures sous-jacentes, c'est-à-dire du derme et de l'hypoderme. Hypoderme, c'est le gras, et le gras, on en a partout, y compris sur les paupières. Sous le derme, il y a toujours une bande de tissu adipeux, et ce tissu adipeux évolue avec le temps, et en général, il se réduit, et donc ça aboutit également à une image comme celle-ci, où on peut facilement dire où est la peau la plus jeune et la peau la plus âgée. Alors, là où l'histoire commence, c'est en 2007, quand le professeur Kaya, qui est l'anatomopathologiste de dermatologie et qui travaille toujours sur les acides hyaluroniques et sur le métabolisme des acides hyaluroniques, a fait un certain nombre d'observations sur, on va dire, des effets de l'acide hyaluronique sur les kératinocytes et sur la possibilité d'utiliser ce produit pour essayer de ralentir ou de modifier certains éléments. Oh là là, ça frotte un peu là, excusez-moi, je ne sais pas comment on va faire comme ça si vous voulez. Ça va mieux? Certains éléments liés au vieillissement cutané. Et on se réunissait de temps en temps au laboratoire et M. Sora, qui est un fin linguiste, a dit mais on va appeler ça dermatoporose. Le mot n'existait pas, le terme n'existait pas, et donc il a même été avec un avocat jusqu'à la Communauté européenne pour protéger ce terme, parce que derrière, il y avait quand même un peu de développement, on va dire, économique, des brevets, etc. Et dermatoporose, pourquoi? Parce que ostéoporose, donc là, vous avez une vertèbre en bon état, avec un maintien, si vous voulez, du tissu osseux, et là, vous avez une vertèbre, pardon, ostéoporotique, c'est-à-dire avec des trous, si on veut simplifier. Alors, il s'est trouvé une fois dans une conférence avec une dermato grecque qui lui a dit non, mais ça ne va pas du tout, parce que sur le plan étymologique, porose, ça veut dire trou, alors qu'il n'y a pas de trou dans votre peau. Alors, elle avait partiellement raison, mais en fait, vous allez voir, dans le derme, qui est la structure qui s'altère, on va dire, le plus et qui se fragilise le plus, il y a des trous. C'est-à-dire que le derme va évoluer un peu comme la trame osseuse, et le terme dermatoporose est tout à fait pertinent. Il n'a pas franchement fait école, alors que l'ostéoporose, ça fait à peu près 50 ans qu'on utilise ce terme et qu'il est largement connu. Pourquoi je ne peux pas vous dire? En partie parce que malheureusement, on a eu une courte période, un espoir thérapeutique qui s'est évanoui et on est en face d'une entité qu'on connaît bien, qu'on arrive à décrire, qu'on arrive à comprendre. Il y a même un certain nombre de mécanismes biologiques qui commencent à être définis, mais sur le plan thérapeutique, on est quand même bien démuni. On ne peut être, on va dire, que préventif. Alors, juste pour reprendre, qu'est-ce qui se passe dans notre peau? Ben, il y a l'épiderme, le derme et le tissu adipeux, l'hypoderme. Pour vous donner des dimensions, parce que les schémas ne sont jamais justes, l'épiderme, c'est 0,1 mm. Pas plus de 0,1 mm. Plus épais dans les paumes et les plantes, mais 0,1 mm, c'est un dixième de millimètre, donc ce n'est pas très épais. Le derme, c'est environ de 1 à 3 mm, qu'on soit sur le visage 1-2 mm, dans le dos, ça fait 3-4 mm, pas plus.
Tout le reste, c'est du tissu adipeux. Donc, si vous regardez la surface, ben, vous êtes en face de votre épiderme qui fait 0,1 mm. Si vous prenez un bistouri et que vous coupez, ben, vous devinez à peine l'épaisseur du derme et vous êtes immédiatement dans le tissu adipeux. Tout ce qui va entraîner ces modifications cutanées et cette fragilité se situe avant tout dans le derme et en partie dans l'épiderme. Alors, comme l'a dit Louis, l'épiderme, c'est ce qui est, on a la surface cutanée, et la couche la plus extérieure, c'est la couche cornée. Alors, l'épiderme, je vous ai dit 0,1 mm, mais la couche cornée, c'est un dixième de l'épiderme, donc c'est 0,01 mm. C'est extrêmement fin, mais formidablement résistant, et ça nous protège de l'environnement extérieur. Le microbiote, ça nous aurait entraîné un peu loin et jusqu'à maintenant, on n'a pas de données, si vous voulez, de lien entre le microbiote cutané et, on va dire, pour être large, le vieillissement cutané. Mais le microbiote ben, se situe à la surface de cette couche cornée et il y a une imperméabilité de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a une certaine quantité de perte d'eau transépidermique, mais qui est contrôlée. Et en fait, c'est quand l'épiderme est lésé qu'on saigne ou qu'on a une perte tissulaire. Donc la couche cornée, c'est extraordinairement résistant tout en étant extrêmement fin. Et c'est l'aboutissement en fait d'un processus de différenciation. C'est-à-dire que l'épiderme que vous avez là est composé de plusieurs couches. Les couches à la base qu'on appelle la couche basale sont là où les cellules vont se renouveler, donc là où on a les cellules dites souches. Et le renouvellement va permettre à des cellules de migrer dans le compartiment au-dessus de la couche basale, ce que vous avez schématisé ici, et progressivement de suivre un processus, disons, de modification, différenciation, pour aboutir à faire ces petites plaques qu'on appelle les cornéocytes, que vous voyez là en microscopie avec une technique un peu particulière qui donne une dimension 3D. Et en fait, c'est quasiment des tuiles accolées les unes aux autres. Et l'imperméabilité, c'est à la fois la tuile et le ciment qui tient les tuiles, c'est-à-dire en fait des lipides. Donc en résumé, il est important aussi de savoir que la peau doit être grasse. On a besoin de lipides dans notre couche cornée pour être correctement protégé. Mais en fait, d'où vient la fragilité qu'on a observée et qu'on appelle aujourd'hui dermatoporose? Ben, si on reprend cette image avec de nouveaux peaux jeunes, peaux âgées, qu'on utilise une technique d'échographie, donc un ultrason qui nous permet de mesurer l'épaisseur, pas de l'épiderme, l'épaisseur du derme, parce qu'avec cette résolution, vous ne vous rendez même pas compte quasiment où est l'épiderme, mais vous voyez que le derme de la personne jeune est 2 fois plus épais que celui de la personne âgée, ou l'inverse. Il y a une diminution de 2 fois de l'épaisseur du derme chez une personne âgée, avec une nuance essentielle, c'est que l'avant-bras est exposé, mais vous faites la même mesure sur la fesse ou même sur la paume, ça ne sera pas la même chose. Donc, oui, on vieillit, oui, il y a un certain nombre de mécanismes biologiques qui s'altèrent, mais globalement, la situation qui aboutit à ceci, c'est d'abord et avant tout l'exposition solaire chronique. Alors, la dernière diapositive ouvrira le débat parce que le propos n'est pas de dire pas de soleil du tout, mais la réflexion, c'est combien de soleil et qu'est-ce que ça entraîne chez un certain nombre de personnes. Et si vous faites un examen histologique, c'est-à-dire si vous prélevez un petit morceau de peau dans chacune de ces situations, la peau jaune, vous remarquez que l'épiderme est relativement épais, le derme est très dense et épais, alors qu'à l'inverse, ici, l'épiderme est aminci et le derme a, entre guillemets, des trous. Alors en fait, c'est une image, vous voulez, artefactuelle, et je m'explique. Là, vous avez une densité en fibres de collagène qui est très forte. Il faut imaginer que le derme, c'est une éponge plus ou moins dense. Et dans cette éponge, il y a des travées, des alvéoles dans lesquelles les vaisseaux, je vous montrerai le schéma suivant, se distribuent et les cellules circulent. Et les travées sont collées par ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. En fait, c'est des sucres, glycosaminoglycans. Et avec le temps, vous avez beaucoup moins de collagène
et beaucoup plus de matrice extracellulaire. Mais le facteur résistant, c'est le collagène. Donc, on a un affaiblissement, si vous voulez, du tissu dermique et vous verrez cliniquement, il se déchire parfois. Donc, c'est dans le derme que la fragilité s'installe. Le derme, c'est cette structure dans laquelle vous avez des annexes, c'est-à-dire follicules pileux, glandes sébacées et les glandes sudoripares. Et c'est une couche qui fait le lien entre l'épiderme et le tissu adipeux. Pas épaisse, comme je vous ai dit, 1, 2, 3, 4 mm, avec principalement des fibres de collagène, des fibres élastiques, parce que notre peau a une certaine extensibilité et élasticité, c'est-à-dire si on tire dessus, elle revient à sa forme initiale si l'élasticité est bonne, et des cellules qui sont les fibroblastes, qui sont responsables en fait de la production à la fois du collagène, des fibres élastiques et des éléments de la matrice extracellulaire. Donc les fibroblastes sont des cellules centrales dans l'intégrité, on va dire, de notre structure cutanée. Donc si vous avez ce schéma, ben, vous avez les fibroblastes qui sont là, ces trames de collagène, des fibres élastiques, des vaisseaux, et à l'intérieur de cette matrice extracellulaire, qui est une sorte de gel, vous avez des cellules qui circulent. Parce qu'en fait, les échanges cellulaires, en particulier de l'inflammation, nécessitent le passage de cellules inflammatoires des vaisseaux dans le derme. Alors, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure du temps et de l'exposition? Ben, c'est ce qu'on a vu sur les premières photos et c'est ce qui est frappant ici. Par exemple, ce monsieur avec globalement, sur une vie, les épaules beaucoup moins exposées que les avant-bras. Vous voyez déjà le changement de couleur et texture, la fragilité. Et la fragilité se traduit par une perte, disons, de cohésion de l'éponge, d'une certaine façon. Et si vous avez un choc, même mineur, les vaisseaux sont moins bien tenus au sein de l'éponge et il y a un saignement, c'est-à-dire un bleu, une ecchymose. Il peut y avoir une déchirure, et là, la déchirure, elle se fait au sein du derme. C'est-à-dire, en gros, ce petit fragment de peau, c'est l'épiderme, un peu de derme, et dans le derme, il y a eu une déchirure, généralement dans la partie assez profonde du derme. Alors, un élément, on va dire, thérapeutique central, si ceci vous arrive, la seule chose à faire, c'est il faut que ça saigne, c'est idéal, parce que ça fait à la fois hémostase et coagulation. Vous reprenez le petit lambeau de peau, vous le remettez sur la zone où la déchirure a lieu, vous mettez un tulle gras pour que ça n'adhère pas et vous fermez ça avec une bande. C'est le meilleur traitement que vous puissiez faire. En aucun cas, n'enlevez ça, c'est un pansement biologique et c'est là que la cicatrisation se constituera le mieux. Et c'est somme toute des accidents qui sont assez fréquents, face antérieure des jambes, face antérieure des avant-bras, dos des mains. Donc ne jamais éliminer le lambeau de peau, même s'il est complètement détaché, vous le prenez, vous le remettez en place. Et il va adhérer. Ici, on a simplement une visualisation de cette fragilité et de cette perte, on va dire, d'extensibilité ou d'élasticité. Il y a eu un œdème important et l'œdème a été résorbé. Et suite à la résorption de l'œdème, vous observez ces plis massifs qui traduisent en fait que la peau n'a plus l'élasticité qu'elle peut avoir quand on est jeune. Au moment où il y a un choc, on peut passer du bleu, c'est-à-dire de l'ecchymose, je vous montrerai où elle se situe, à la collection sanguine dans les tissus. Donc on arrive à un hématome avec différents degrés de gravité. Et je dirais c'est ce qui fait la partie la plus médicale et la plus importante de la dermatoporose, c'est les situations où on a en fait un saignement intracutané avec une collection de sang dans les tissus. Vous verrez des images où ça peut être très conséquent et ça peut être très délétère sur certaines structures. Là, en l'occurrence, vous pouvez avoir une altération aussi bien des faisceaux nerveux qu'au niveau, par exemple, des tendons, si la collection ne se draine pas. Donc, l'hématome est une situation pour le chirurgien, le médecin généraliste, le dermato, qui nécessite de le visualiser et parfois de le drainer. Je vous montrerai comment est-ce qu'on fait ça. Un autre élément qui pose problème, c'est les chirurgies qu'on doit effectuer
sur des zones, on va dire, de dermatoporose. Pourquoi? Parce que le temps de cicatrisation peut être prolongé et surtout dans des zones comme la face antérieure des jambes, s'il y a une tension, il peut y avoir un lâchage de la suture, un saignement et on arrive ensuite à des cicatrisations qui sont beaucoup plus longues et beaucoup plus délicates. Donc, c'est une entité qui nous pose problème quand on doit faire une chirurgie sur une zone où la peau est extrêmement fragilisée. Alors, la deuxième publication qu'a fait M. Kaya sur le sujet, c'est justement pour mettre en avant ce que je vous expliquais, c'est-à-dire cette notion d'hématome. Donc, schématiquement, la peau jeune est résistante, la peau âgée est plus fine et le derme a perdu en résistance, l'éponge est fragile. Donc, moindre choc, vous avez un bleu. À plus forte raison, à partir d'un certain âge, on peut se retrouver avec soit des antiagrégants, soit des anticoagulants pour fluidifier le sang. Donc les bleus se feront d'autant plus facilement. Et si le choc est plus conséquent, il peut y avoir un saignement, généralement dans le tissu adipeux, et vous allez voir parfois extrêmement volumineux. Alors ça, c'est les conséquences d'un choc peau jaune. Vous avez un bleu, une ecchymose. Plusieurs chocs dans une situation dermatoporose avec en fait une suffusion hémorragique. Il y a des globules rouges dans le derme. Ça porte à conséquence parce qu'il va y avoir des dépôts d'hémosidérine. Donc les globules rouges contiennent du fer. Le fer va se déposer dans les tissus et le fer va vous colorer les tissus définitivement. Donc, les taches sur la peau, si vous voulez, ça va depuis l'épiderme, on le verra, qui se modifie, qui pigmente, qui fait des taches ou qui s'épaissit, jusqu'au saignement intradermique qui va laisser des dépôts d'hémosidérine qui ne vont pas disparaître. Mais c'est là que c'est plus compliqué parce que on est dans une situation où clairement la peau est fragilisée, mais si on analyse la surface, c'est quand même une peau qui paraît relativement jeune. Au final, chez cette personne, la fragilité, elle était liée à un traitement à très long terme avec la cortisone. C'est un des éléments aussi qui peut fragiliser, si vous voulez, le tissu conjonctif ou le rendre plus laxe. Et donc, un choc a entraîné une collection sanguine vraiment importante en appui sur le muscle. Et c'est là qu'il faut intervenir. Donc, il faut ouvrir et enlever le caillot de sang qui peut être assez volumineux. Ça peut être un ou deux volumes comme ça parfois. Et ça, c'est des situations de semi-urgence, c'est-à-dire qu'on a 1 à 2 jours pour faire ça. Mais si on attend trop longtemps, il y a une organisation tissulaire qui se fait et il est extrêmement difficile d'enlever ce caillot. Alors, il va se résorber, mais sur parfois plusieurs mois ou années, voire même se calcifier et laisser des indurations qui peuvent être extrêmement handicapantes si c'est sur des régions articulaires. Donc, ce n'est pas courant, mais c'est une situation, je dirais, absolument importante de la dermatoporose. Alors, plus sérieux aussi, c'est quand le saignement est étendu dans des zones où il n'y a pas vraiment une collection qui s'effectue et on arrive à une nécrose complète, c'est-à-dire, pardon, une perte de tissu et une cicatrisation qui se fait avec une greffe. Donc, ça, c'est les éléments, on va dire, cliniques et pathologiques de ce qu'on appelle aujourd'hui la dermatoporose. Maintenant, quels sont les facteurs? Alors, ça, c'est 2 photos. Elles sont un peu pixelisées parce qu'elles sont sorties d'un article original de collègues américains qui ont été à la réunion mondiale des jumeaux univitellins. Donc, des jumeaux vrais. Et leur propos, c'était plutôt la cosmétique, parce que c'était des plasticiens, mais c'était de trouver des jumeaux ou des jumelles avec des vécus différents, tout en ayant globalement une morphologie respectée. Je m'explique. Là, vous avez 2 sœurs qui ont à peu près le même poids, qui ont globalement un vécu similaire, c'est-à-dire en l'occurrence pour elles, il n'y avait pas de tabac, une façon de vivre, de manger, etc., d'avoir des enfants qui étaient similaires. Simplement, il y en a une qui aimait beaucoup aller au soleil et l'autre très peu. Donc, en fait, ce qui frappe le plus, c'est principalement des troubles de la pigmentation. Bon, si on veut simplifier, les taches. Et en fait, les taches, c'est d'abord l'exposition solaire de l'épiderme. Ce n'est pas la fragilité.
Et j'ai oublié de vous souligner dans la photo où je vous ai montré les images histologiques de dermatoporose, l'épiderme est très aminci, mais en termes de résistance et de protection, malgré sa minceur, il est toujours aussi résistant et il nous protège toujours aussi bien. C'est-à-dire, en gros, la flore cutanée ne pénètre pas, des produits chimiques sont arrêtés de façon aussi efficace que vous ayez de la peau de 3 ans, 30 ans ou 70 ans. Par contre, la fragilité va être différente et la couleur va être différente en lien avec l'exposition solaire. Les autres facteurs, ben vous les comprenez bien, c'est l'âge, c'est la chronicité de l'exposition et des éléments génétiques. Et là, c'est plus complexe parce que dans la génétique, on doit considérer ses origines et ce qu'on appelle son phototype. Est-ce qu'on a une peau claire, mate, ou est-ce qu'on est méditerranéen, voire de race noire? Et également la façon dont on répare les altérations liées à l'exposition au rayonnement ultraviolet. Alors, on schématise un peu ce vieillissement sous 2 formes. On va dire la forme dite intrinsèque, c'est-à-dire propre à la personne et à sa génétique. Et les connaissances, je ne serais même pas capable d'entrer dans les détails des connaissances biologiques actuelles parce que ça se complexifie année après année, mais globalement, les connaissances sont les suivantes. On a des modifications de l'ADN, principalement en lien avec des éléments qu'on appelle les télomères, qui sont aux extrémités de nos brins d'ADN. On a surtout une altération en fait de la fonction mitochondriale, et ça c'est quelque chose qu'on comprend de mieux en mieux. Les mitochondries au sein des cellules étant responsables de l'oxygénation et disons du fuel pour les cellules, et des modifications des protéines qui sont au sein de la matrice extracellulaire. Je dis que cette matrice, c'était une sorte de gel, mais dans ce gel, il y a aussi une foison de protéines qui vont réguler certains mouvements cellulaires ou certaines actions cellulaires. Et si ces protéines sont modifiées, bah, tout marche moins bien. Et ça, c'est quand même lié, c'est des éléments liés à notre génétique. Par-dessus, ben, si vous mettez du soleil, il y a plusieurs éléments, vous verrez, à prendre en compte avec l'exposition solaire, c'est-à-dire la lumière solaire. Mais vous avez d'une part une inflammation avec une activation de toute une série, disons, de dégradation de protéines, une augmentation de ce qu'on appelle les reactive oxygen species en français, c'est les espèces réactives de l'oxygène, c'est-à-dire en gros des chocs oxydants. Le paradoxe, c'est que le choc oxydant, on a besoin aussi de l'oxydation. Donc, au total, on est toujours en équilibre entre ni trop ni pas assez. Mais s'il y a trop de choc oxydant, il y a une altération de l'ADN et une altération des protéines. Donc, on est à peu près tous un mixte entre ces deux éléments en fonction de l'exposition solaire qu'on a faite et de l'âge qu'on a. Mais le soleil, c'est pas si simple que ça. Pourquoi? Parce que le rayonnement solaire, c'est des UVB, des UVA, du visible qui n'est pas sur ce schéma et l'infrarouge. En fait, les UVB, c'est le rayonnement le plus court et le plus énergétique. Si on veut simplifier, c'est le rayonnement qui fait les cancers de la peau. Mais ce rayonnement, il est absorbé à la surface de la peau, c'est-à-dire dans l'épiderme. C'est aussi lui qui va vous faire des taches, donc ce qu'on appelle des hyperpigmentations. C'est pas forcément lui qui fait les mélanomes et volontairement, on ne parlera pas de mélanome parce que tout est complexe dans les mélanomes. Il y a des tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais on parlera, dès que je vous montrerai quelques exemples de cancer cutané, ce qu'on appelle précancérose. Ce sont les UVB. Les UVA sont moins énergétiques et pour les propriétés physiques de ces photons, si vous voulez, font qu'ils vont pénétrer plus en profondeur dans la peau. Donc, on sait que les UVB s'arrêtent à 0,1 mm, en gros, c'est-à-dire l'épaisseur de l'épiderme. Les UVA vont pénétrer dans le derme jusqu'à 1, 2, 3 mm. Le visible aussi, plus profondément. Et la sensation de chaleur que vous avez quand, par exemple, vous sortez dehors, vous ouvrez une porte et le soleil vous arrive dessus, c'est les infrarouges. Les infrarouges, ils pénètrent encore plus profondément et ils touchent le tissu adipeux. Et jusqu'à maintenant, ils étaient considérés comme totalement inertes. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous disent que, grosso modo, c'est aussi de l'énergie, et de l'énergie, c'est aussi potentiellement des modifications tissulaires. Donc,
il faut bien comprendre que tout ça, c'est de l'énergie qui est absorbée par un certain nombre de tissus et modifiée par un certain nombre de tissus. Mais c'est peut-être aussi de l'énergie dont on a besoin, donc on en parlera à la fin de la présentation. Alors là, on a deux situations à deux extrêmes. Là, c'est un enfant, enfin, il a une dizaine d'années. Très clairement, les épaules, la peau est tout à fait normale. Il a les cheveux noirs, mais on a le sentiment que bon, le corps, il ne l'expose pas. Et puis, si on regarde le cou, on se dit, mais c'est presque la peau d'une personne de 60-70 ans. Alors cet enfant, il est algérien. Il souffre d'un déficit génétique que vous connaissez, qu'on appelle en langage grand public les enfants de la Lune, médicalement, pardon, c'est des Xeroderma pigmentosum. En fait, c'est des enfants qui ont des mutations génétiques avec un défaut de réparation de l'ADN lorsqu'ils sont exposés aux UV. Donc, en résumé, pour eux, exposition solaire, c'est interdit, d'où le terme enfant de la Lune. Il y a beaucoup de cas parce qu'il y a des problèmes d'éléments de consanguinité. Il y a beaucoup de cas en Algérie. Donc, les Algériens sont parmi les personnes les plus expertes dans ce domaine. C'est une situation dramatique si la protection ne se fait pas et compliquée à traiter, mais qu'on connaît bien aujourd'hui. Et ce qu'on sait aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'il y a les enfants qui ont la mutation, et puis il y a toute une série d'individus qui ont une régulation des altérations liées aux UV ou une réparation moins performante. Donc là, on en revient à la génétique et chacun doit faire avec. Il y a des gens qui réparent très très bien, donc ils peuvent aller, on va dire, globalement au soleil avec peu de dégâts à la surface, donc au sein de l'épiderme, et il y a d'autres personnes qui réparent pas très bien. Je crois qu'on a à peu près observé ça aussi pour la cigarette. Il y a des gens qui peuvent fumer passablement, ça se passe bien, et d'autres, ça va moins bien. Donc, mais ce que je veux montrer par cette photo, c'est les altérations épidermiques qui n'ont aucune conséquence en termes de fragilité. Elles ont une conséquence en termes de carcinologie, de cancer cutané, mais ces enfants, bon, ils ne vivent pas très longtemps, mais on n'a pas d'élément de fragilité de la peau qui s'établit. À l'inverse, cette dame qui a été utilisée X fois, je ne sais pas d'où vient la photo, mais qui est extrêmement parlante, on va considérer qu'elle a une soixantaine d'années. Elle a les cheveux noirs, donc elle a un phototype mat. Elle peut bronzer, ça c'est évident. Elle n'a pas de taches, elle n'a pas de cancer cutané, elle n'a pas de mélanome, parce qu'en fait, les zones d'exposition chronique sont rarement sujettes à développer des mélanomes. Par contre, on va dire, elle est fripée de partout, c'est-à-dire qu'elle a perdu son élasticité et sa trame dermique est totalement fragilisée. Donc, si on frotte un peu fort ici, la peau peut se déchirer. Alors, ici, c'est les UVB qui sont principalement responsables du problème. Là, c'est les UVA qui sont responsables des altérations qu'on observe. Alors, comme je vous avais dit, pour les UVB, quand on s'expose au soleil, ben, il y a tout le spectre, comme vous avez vu, et les UVB vont, pour simplifier, altérer ou casser des brins d'ADN ou des parties de l'ADN, et on a toute une série de systèmes de réparation. Donc voilà, soit le système marche, soit si le système ne marche pas. S'il ne marche pas, on a ça. Et si on le surcharge, c'est-à-dire que si on dépasse les capacités de réparation, avec une exposition chronique et le temps qui passe, ben, on arrive à cette situation à partir de 50, 60. Je dirais l'Australien né en Angleterre, phototype 2, qui est à Sydney, et s'il s'expose trop, ben, à 50 ans, il a une peau comme ça. Et à 50 ans, il a des précancéroses cutanées et des carcinomes. Alors, pour cette dame, ben, elle a surtout fait marcher ses mélanocytes. Donc, c'est l'autre type cellulaire qu'on trouve au sein de l'épiderme. Et c'est les cellules qui produisent donc la pigmentation, aussi bien pour la couleur des cheveux que pour la couleur de la peau. Et il y a un certain nombre de mécanismes qu'on connaît liés à l'exposition au rayonnement ultraviolet qui fait qu'on va bronzer. Il y a un débat qui reste ouvert sur est-ce que le bronzage nous protège réellement des risques liés à une exposition chronique. Probablement oui pour ce qui est des précancéroses, donc c'est le paradoxe,
mais certainement pas pour ce qui est du vieillissement cutané. C'est-à-dire, si vous voulez, le bronzage va vous protéger. Étant bronzé, vous aurez moins de coups de soleil et vous tolérerez mieux le rayonnement UVB, mais les UVA vont continuer à passer, le visible va continuer à passer et vous continuez à vieillir votre peau. C'est ce qui se passe pour cette dame. Et ce vieillissement, on va là aussi, je ne serais pas capable d'entrer dans les détails. Il y a quelques articles dans la revue Médecine et Sciences que vous trouvez facilement sur Internet qui sont très bien actuels sur justement la biologie de ces processus de vieillissement. Mais globalement, les UV altèrent un certain nombre de kératinocytes, euh, font une oxydation des protéines et de certains compartiments cellulaires et ça aboutit progressivement à un état pro-inflammatoire à l'intérieur du derme avec une activation de toute une série d'éléments qui vont dégrader ou altérer la matrice extracellulaire. Et à la fin, ça finit par, si vous voulez, pour être affaiblir votre derme, comme je vous ai montré, et affaiblir les structures élastiques. Alors, ça, on commence à quand même à bien le comprendre. Là où on est un peu plus démuni, c'est comment intervenir pour empêcher ces processus, par exemple, de choc oxydant. Ça viendra peut-être, mais sur le plan thérapeutique, on n'a encore rien d'efficace et de très pertinent. Alors, ce qui est curieux, c'est que la dermatoporose, vous avez vu, c'est surtout bras et jambes. Cette dame qui vivait en Valais, région de montagne, on ne peut pas faire pire pour les ultraviolets. Elle a un vieillissement cutané, mais elle n'a pas vraiment de fragilité. Et donc ça, c'est le deuxième élément qu'on ne comprend pas très bien dans ce processus, c'est qu'au final, l'affaiblissement dont je vous parle, il est présent sur des zones peut-être où la vascularisation est un peu moins performante. La vascularisation du visage est extrêmement performante pour des questions de thermorégulation et ça entraîne des modifications, hein, vous les voyez, ça entraîne ce qu'on appelle l'élastose. Donc il y a des plis, et il y a une peau qui est avec un relief. Schématiquement, il y a des changements qui sont assez nets. On retrouve tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le derme a une certaine transparence, les fibres élastiques sont modifiées. On peut clairement dire que cette dame a été beaucoup au soleil, mais en tout cas sur son visage, elle n'a pas de fragilité cutanée. À l'inverse, mais on est quand même en face d'une situation de ce qu'on appelle un vieillissement extrinsèque, donc lié à l'exposition solaire. À l'inverse, une personne qui a été très peu exposée, à l'évidence, quand on regarde la couleur de sa peau, elle a aussi un vieillissement par rapport à un visage jeune, mais ça se traduit par des modifications de volume, donc plutôt du tissu adipeux, voire même du massif osseux. Donc, si vous voulez, sur le plan du vieillissement du visage, qui n'est pas tout à fait le thème de la dermatoporose, on vieillit parce qu'on a une diminution de notre massif osseux, c'est bien étudié. À plus forte raison si on a un peu moins de dents qu'avant, c'est encore plus marqué. On a une diminution de certains volumes de tissu adipeux au niveau du visage, parce qu'en fait, on a, on va dire, des boules de tissu adipeux distribuées de façon assez complexe pour faire l'ensemble du volume du visage, et on a une perte d'élasticité. C'est-à-dire, si on veut être un peu schématique, la peau va pendre. Et donc, c'est ce que cette dame vit, mais elle n'a pas du tout les modifications de surface parce que clairement, elle ne s'est pas exposée au soleil. Et je dirais, je ne sais pas, j'ai combien de temps encore parce que une vingtaine de minutes. Donc, en fait, là aussi, on comprend ce qui se passe de mieux en mieux au niveau de l'épiderme, du derme et de la vascularisation. Alors, au niveau de l'épiderme, bah, tout ça, c'est de nouveau des schémas. Il y a un amincissement de la peau, mais je répète, la résistance et la protection est conservée. Il y a plus de pertes transépidermiques, c'est-à-dire, d'une certaine façon, on se déshydrate plus vite sans s'en rendre compte.
Et les cellules qui constituent l'épiderme, les kératinocytes, vont envoyer un certain nombre de signaux, c'est ce que les auteurs appellent ERO, de, de ralentissement du fonctionnement au niveau du derme. Donc les espoirs thérapeutiques aujourd'hui, c'est de pouvoir agir sur les cellules qui sont plus à la surface des kératinocytes et de permettre à ces kératinocytes de mieux restimuler le derme. Parce que d'une certaine façon, ces trois couches, elles interagissent entre elles. Pour faire un peu de franglais, elles ont un crosstalk qu'on commence à comprendre. Et le dernier élément, c'est la vascularisation, parce qu'au final, les vaisseaux, là vous le voyez bien, amènent les éléments nutritifs à l'épiderme. L'épiderme n'est pas vascularisé, hein. Les éléments nutritifs et l'oxygène vont passer par diffusion entre les vaisseaux et la première couche de l'épiderme. Et là aussi, on a observé, on comprend maintenant qu'est-ce qui se passe en termes de vieillissement pour cette microcirculation et de défaut de nutrition. Alors, le pire pour ça, c'est le tabac. Donc, je ne vous ai pas parlé de tabac parce qu'en fait, le tabac n'est pas tellement impliqué dans la fragilisation du derme, mais le tabac est impliqué dans la façon dont vous allez pouvoir délivrer ou non de l'oxygène à vos cellules. Et qu'est-ce qui se passe? Quand vous allumez une cigarette, vous avez en l'espace d'une demi-seconde un ensemble de signaux cérébraux qui font qu'on va avoir une vasoconstriction périphérique. C'est-à-dire en fait, il y aura moins de perfusion au niveau de la peau, donc il y aura moins d'oxygénation des tissus. Et le pire qui puisse arriver, c'est de fumer au soleil. Parce que quand vous êtes au soleil, vous avez besoin d'oxygène et vous avez besoin d'énergie pour réparer justement les altérations liées à l'exposition. Et si en même temps vous êtes en train de fumer une cigarette, vous avez une vasoconstriction qui diminue le flux. Donc le tabac va intervenir à ce niveau-ci. Et pour être très schématique, si vous prenez une monitrice de ski de 45 ans qui fume et qui skie toute la saison, je ne sais pas, à Grand Montana, ben son visage en a 65 ou 70. Parce que là, on a une accélération du processus de vieillissement. Alors, euh, bon, je vais pas reprendre ça parce qu'en fait, si on a discuté, on va plutôt parler de ce qui n'est pas en fait la dermatoporose, mais qui va avec parce que c'est en lien avec aussi l'exposition chronique. Les précancéroses cutanées, qu'on appelle kératose actinique, le terme précancérose ou précarcinome, il est trop fort. Parce qu'au final, à partir d'un certain âge, on a tous une, deux ou plusieurs kératoses actiniques. Et je reprends aussi l'exemple des Australiens. À partir de 50 ans, tous les Australiens blancs ont des kératoses actiniques. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont tous des cancers cutanés, ce n'est pas pour ça qu'ils ont tous des situations qui sont sévères. Mais ces kératoses actiniques que vous voyez là sur la tête de quelqu'un, d'un homme qui a eu une calvitie assez récente, ou sur le front de ce monsieur, bah, ça se traduit par un épiderme qui est différent, qui peut être prurigineux, désagréable, rugueux, enflammé, et parfois se développer vraiment un précarcinome qu'il faut traiter. Et là, je me répète, c'est les UVB. Donc, si on pense à ce qu'on peut faire et à la protection, les UVB sont bien captés par les écrans solaires. Donc, ça vaut la peine, dans cette situation, l'idéal, c'est de mettre un chapeau, mais ça vaut la peine de mettre un écran solaire sur le visage selon l'exposition qu'on va avoir. Pour les carcinomes, il y en a deux types. Et ces deux-là sont ce qu'on appelle les basocellulaires. Et j'ai envie de dire, c'est un peu schématique, mais rien à voir avec le soleil. Malgré ce que vous allez pouvoir lire, si vous regardez le visage de cette dame, elle doit bien avoir 80 ans et à l'évidence, elle n'a pas non plus été beaucoup au soleil. Et on peut avoir un carcinome basocellulaire derrière l'oreille, dans les cheveux, alors qu'ils sont tous là. Donc, le soleil est peut-être un petit cofacteur, mais c'est de loin pas le facteur central. Les basocellulaires, c'est de nouveau âge et génétique. Et on le sait parce qu'il y a des mutations qui rendent, disons, la survenue des basocellulaires beaucoup plus fréquente chez certaines personnes. Pour
cette situation qui là est un peu frappante, c'est heureusement pas toujours comme ça, c'est-à-dire le carcinome spinocellulaire, lui, il est en lien avec l'exposition solaire. C'est-à-dire c'est un continuum de la kératose actinique jusqu'au carcinome spinocellulaire. Mais si je reviens à la dermatoporose, on peut avoir des carcinomes spinocellulaires sur les bras et les jambes, mais le plus souvent, ça va être sur des régions qui ne sont pas forcément extrêmement affaiblies sur le plan cutané. Mais c'est des régions qui sont exposées de façon chronique. Exemple, les oreilles qu'on oublie très souvent de protéger et sur lesquelles on met rarement un écran solaire. Alors, sur le plan thérapeutique, euh, ça c'est un maquillage et les thérapeutiques, on va dire, du vieillissement cutané sont principalement liés à des actes, on va dire, esthétiques, de dermatologie esthétique ou de chirurgie plastique. Et ces actes, ils sont bien codifiés, il y en a certains qui sont efficaces, mais en fait, ils n'ont aucune efficacité sur ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire la dermatoporose, parce que on aimerait renforcer le derme. Et là, on veut simplement, pour être un peu schématique, lisser la peau, c'est-à-dire la retendre. Donc, ça va être le lifting où on va utiliser des techniques qui vont permettre à la peau d'être remise en tension ou à la peau de ne pas avoir de taches. En l'occurrence, là, il n'y en a pas. Mais ici, on aimerait renforcer, comme je vous ai dit, l'éponge. Et en fait, les seuls éléments, alors je vais juste introduire ça, le seul élément qui a amené toute la recherche sur la dermatoporose, c'est effectivement l'emploi d'acide hyaluronique avec l'aide de l'industrie, mais aujourd'hui, on est un peu déçu des résultats, je vous expliquerai. L'autre élément, peut-être, c'est pour ça que je vous ai mis cette photo, dont il faut tenir compte, c'est l'aspect génétique, c'est en fait quel est son phototype. Euh, il est clair que cette personne peut moins s'exposer que cette personne méditerranéenne ou que cette personne de race noire. Et en fait, on a un classement des phototypes depuis l'albinos, mais disons, nous, ça nous concerne au niveau des personnes rousses jusqu'aux personnes de race noire, avec un aspect cutané, une couleur de cheveux et surtout des éléments caractéristiques, c'est-à-dire si vous êtes roux, vous savez quasiment que quelle que soit l'exposition solaire, vous allez avoir des coups de soleil. Et même si vous cherchez à vous exposer chroniquement, vous allez cumuler des coups de soleil. C'est-à-dire vous allez cumuler une réaction inflammatoire intense qui sera délétère et qui participera justement à la survenue de ces ROS, donc Radical Oxygen Species, et à la fragilisation de la peau. Donc, on peut s'exposer en fonction de son phototype, plus ou moins. On peut se protéger et j'ai juste mis cette photo pour les écrans et les filtres parce qu'il y a un débat aujourd'hui concernant la façon dont on peut utiliser ces crèmes. Alors, les filtres, c'est les particules qu'on met à la surface de la peau qui réfléchissent l'ensemble du spectre, les UVB, les UVA, le visible, et qui absorbent un peu, c'est-à-dire qu'ils vont capter un peu le rayonnement et le convertir en chaleur. Mais c'est des produits inertes. Euh, c'est du talc, si on veut simplifier. Pas tout à fait, mais c'est ça. Et c'est ce qu'on utilise pour protéger les enfants. Mais somme toute, c'est peut-être la meilleure protection, même pour les adultes. Le seul défaut, c'est que c'est cosmétiquement bien moins agréable que les filtres chimiques, qui, eux, sont des molécules qui vont absorber le rayonnement dans certaines longueurs d'onde, très efficaces dans les UVB, qui vont réémettre de la chaleur et un autre rayonnement, donc qui vont très bien nous protéger pour les UVB, mais qui vont pas très bien ou voire très mal protéger pour les UVA, pas du tout pour l'UV, pas du tout pour l'infrarouge. Donc on en revient au vieillissement et la dermatoporose, c'est d'abord les UVA, et si vous voulez correctement vous protéger contre les UVA, ben soit vous mettez un filtre physique, c'est-à-dire une crème assez épaisse, soit vous mettez ça. Et c'est ce que vous voyez de plus en plus dans le sport, dans les activités. Bon, ce monsieur qui joue au golf, il a une casquette, il pourrait porter un chapeau, ça lui protégerait les oreilles. Et surtout, il met des manchons et vous avez une protection efficace
pas cher, et également sur le plan, je dirais, de l'environnement utile, parce que j'ai oublié de vous dire, mais les filtres chimiques, si vous avez un petit lac et 2000 personnes qui se mettent consciencieusement de la crème et qui se baignent dans le petit lac, il y a un dépôt de ces filtres chimiques qui sera dans l'eau, et ces filtres chimiques sont d'une stabilité absolue. C'est-à-dire qu'ils vont continuer en tant que molécules à agir et à absorber et à modifier le développement de la faune et de la flore. Donc, dans certains endroits, aux États-Unis en particulier et en France, c'est indiqué, s'il vous plaît, protection solaire, pas de crème solaire avec filtre chimique. Et suivant comment ce qu'on veut se protéger, ça reste quand même une des meilleures méthodes, et celle-ci aussi. Mais sans plaisanter, suivant ce que vous faites, ça peut être efficace si vous faites de la peau de phoque et vous êtes à haute altitude, de mettre du tissu plutôt que de la crème. Donc en fait, pour la dermatoporose, aujourd'hui, comme je vous ai dit, je vais vous montrer des données qui ont amené à la réflexion sur la dermatoporose et les frustrations. Mais aujourd'hui, les seules choses pertinentes dont on dispose, c'est se protéger efficacement du soleil avec des tissus ou des crèmes. Alors, à l'époque, donc, je vous avais dit, M. Kaya travaillait et travaille toujours sur les acides hyaluroniques sur le plan biologique. Et les acides hyaluroniques, cette photo, elle symbolise le fait qu'on en utilise dans des tas de situations. Les vétérinaires en injectent dans les articulations des chevaux de course. Les rhumatos en injectent dans nos articulations quand elles ne vont pas bien. On en injecte les dermato-esthétiques et les plasticiens pour les rides. On peut en avaler, etc., etc. Donc, c'est une molécule, d'abord, ubiquitaire dans la nature, qu'on maîtrise bien et qui fait partie de la famille de ce qu'on appelle les glycosaminoglycans. Donc, c'est cette molécule-là. Les autres interviennent dans le cartilage, dans les tendons et dans la matrice extracellulaire. Ce qu'il y a de particulier avec l'acide hyaluronique, c'est que jusqu'à maintenant, c'est la molécule, c'est le sucre qui capte le plus grand volume d'eau qu'on puisse imaginer. Donc, en fait, quand vous avez de l'acide hyaluronique en masse sèche, il a la capacité de capter 1000 fois plus d'eau que sa propre masse. Donc, ce que vous avez là en bleu, c'est une coloration de l'acide hyaluronique, et il y a, avec cet acide hyaluronique, de l'eau. On est quand même constitué globalement de 80% en volume d'eau. Et l'acide hyaluronique a été découvert dans le corps vitreux de l'œil, qui est aussi un gel visqueux qui maintient le volume de l'œil. Vous en avez dans les articulations, on en a partout. Il permet de préserver, on va dire, l'état d'hydratation des tissus. Et M. Kaya s'était rendu compte dans des expériences in vitro que ça stimulait la croissance kératinocytaire. Donc, partant de là, les dermatos ont assez souvent tendance à vouloir mettre des choses sur la peau, des crèmes à l'acide hyaluronique et des préparations à l'acide hyaluronique, il y en avait déjà. Il y a quand même eu beaucoup de recherches derrière ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on appelle CD44, c'est un récepteur à l'acide hyaluronique. Et l'acide hyaluronique, c'est des spaghettis plus ou moins longs. Et en fait, selon la taille du spaghetti, ils vont se fixer à un récepteur ou ne pas se fixer, et on va avoir une action biologique ou ne pas avoir une action biologique. Donc derrière tout ce travail, il y a eu l'identification, si vous voulez, de longueur de spaghetti définie, mélangée à un autre produit qui est le rétinaldéhyde, donc qui est un dérivé de la vitamine A. Et ça a permis très clairement de permettre d'augmenter l'épaisseur de l'épiderme en faisant une application chronique et de renforcer modérément le derme avec des images histologiques et des effets cliniques qui étaient quand même assez nets. Le problème, c'est que les brevets et la préparation étaient faits par une seule firme qui un jour a décidé que ce produit, qui s'appelait Danséal, ben, ils n'allaient plus le produire parce que les marges n'étaient pas suffisantes et que ce n'était pas un marché intéressant. Alors, vous avez
à peu près les mêmes combinaisons dans des préparations cosmétiques de la même firme à des prix qui sont autrement plus conséquents et qui sont pas pertinentes, je dirais, pour essayer de réverser ou de ralentir ce processus. Donc, il y a aujourd'hui une assez grande frustration parce que sur le plan industriel, personne ne s'intéresse à la dermatoporose, alors que c'est quand même une situation qui est presque quotidienne en dermatologie et en gériatrie, avec tous les exemples que je vous ai montrés. Et également, simplement le fait que vous avez une infirmière qui pose une perfusion chez une personne âgée sans se rendre compte qu'il y a une situation de dermatophorose. La suivante vient, elle arrache le pansement et elle enlève l'épiderme et le derme en même temps. Et on a cette problématique. Alors là, les industriels travaillent sur des sparadraps qui collent sans trop coller. Et il y a des préparations siliconées, il y a des choses qui sont bien, mais des études ou des travaux pour essayer de réverser ou de ralentir ce processus, malheureusement, tout s'est arrêté. On peut néanmoins, de temps en temps, régénérer l'épiderme. C'est ce qu'on a fait en prenant des follicules pileux, donc des cheveux. Les cheveux sont à 2-3 mm en profondeur. Donc, les UVB, ils ne les voient pas, les kératinocytes des cheveux. Les UVA, pas beaucoup. Et en fait, on a des cellules très jeunes. Donc, si on arrache des cheveux et qu'on les met en culture, on arrive à à reproduire un épiderme autologue à partir de cellules jeunes. Et c'est ce qui a été fait pour greffer soit des plaies. Donc là, vous avez un système de culture qui vous permet d'obtenir des petites pastilles d'épiderme autologues, c'est-à-dire de la personne. Ça prend quand même un mois et ça a un certain coût. Et vous l'intégrez dans des plaies et on arrive à obtenir une cicatrisation tout à fait performante. Là aussi, un peu de frustration parce que ça coûte, c'est compliqué. Et industriellement, maintenant, plus personne ne fait ça. Donc, on a pu le faire, on ne le fait plus. Et je vous ai mis ces photos pour à la fois montrer comment les choses évoluent et un rappel pour le passé. Parce que ici, les petites pastilles de peau, au lieu de les mettre en culture et de faire quelque chose de complexe, on fait un petit point d'anesthésie, on coupe un petit morceau de peau et on va le poser sur la plaie et ça s'intègre. Et on est aussi dans un système autologue. Et c'est ce que les Français appellent greffe en pastille, mais qu'on appelle, nous, ici, greffe de Reverdin, parce qu'en fait, la technique a été mise au point par Monsieur Reverdin à la fin du 19e siècle, quand il était à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et ça reste une des meilleures techniques pour réparer, si vous voulez, une perte cutanée comme la grande lésion que je vous avais montrée. Mais enfin, ça date d'un siècle et demi, hein, donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Après, pour lancer la discussion, je vous ai mis deux photos. Donc, on n'est pas non plus tout à fait, parce que le sujet à proprement parler dermatoporose ne fascine pas les médecins. On est plutôt dans le vieillissement cutané au sens large. Et ça, c'est un photographe qui a fait un livre assez célèbre qui s'appelle The Four Sisters, c'est-à-dire que pendant 30 ans, il a photographié quatre sœurs qui étaient, je crois, des amies. Et donc, vous avez environ 20 ans, même 30, entre ces deux photos. Et ça vous permet d'apprécier les modifications morphologiques liées en fait à la génétique entre des personnes de phototype clair ou foncé, au vécu probablement entre cette femme qui fait peut-être encore du jogging alors qu'elle fait peut-être de la musique, et sur la façon dont les volumes changent. Mais je me répète, je vous ai mis cette photo pour ce qu'on appelle vieillissement cutané du visage, mais la fragilité de la peau pour ces personnes, il n'y en a pas. Donc la peau du visage, elle n'est pas fragile. C'est vraiment la peau des membres qui souffre le plus. Et alors cette dernière photo, c'était pour le soleil. Parce qu'au final, je vous ai dit pendant toute la discussion, toute la conférence, grosso modo, fuyez le soleil. Mais en fait, le soleil, ça nous permet de faire de la vitamine D. Et ça, c'est nos ancêtres. Alors, il y a différents endroits, plus ou moins
pardon, plus ou moins de pilosité, donc plus ou moins bien protégé contre le soleil, parce que quand on a des poils, comme ces deux ancêtres, l'exposition solaire à la surface de la peau, elle est assez faible. Pourquoi, en fait, on a, au point de vue évolution, perdu notre pilosité pour arriver à une situation comme celle-ci, et pourquoi on s'expose au soleil? Parce que, entre autres, on fait de la vitamine D, on a besoin de la vitamine D, et au final, aujourd'hui, le message pertinent, c'est de dire, vous devez connaître votre génétique, votre phototype, les activités que vous avez envie de faire, et vous devez faire une exposition solaire raisonnable et raisonnée pour, d'une part, produire de la vitamine D de façon physiologique, et peut-être également d'autres éléments liés en fait à la relation entre le soleil, l'épiderme et la peau qu'on ne comprend pas bien. Donc voilà. Euh, Merci beaucoup. Ça nous a donné déjà un panorama. Je suis sûr qu'il va y avoir plein de questions. Moi, ma première question, les pommades, ça passe à travers ou pas? Non, non, Non. attention, la couche cornée, c'est un centième de millimètre, c'est quelques tuiles empilées les unes sur les autres. Alors, ici, c'est beaucoup plus épais qu'ici, mais c'est d'une imperméabilité exceptionnelle, sauf pour les molécules qu'on appelle liposolubles ou amphiphiles, c'est-à-dire vous prenez une crème avec des molécules cortisonnées, ces molécules ont la capacité de diffuser entre les tuiles, si vous voulez, et on peut avoir un effet par voie générale ou un effet sous l'épiderme. Maintenant, si tu penses aux cosmétiques, là, c'est très complexe parce que légalement, un cosmétique ne peut être enregistré que comme cosmétique s'il ne pénètre pas. Première chose. Donc, les Mais, crèmes hydratantes, alors attends, non, c'est ouais. compliqué parce que le cosmétique, le Dancéal, par exemple, aujourd'hui, c'est devenu un cosmétique. En théorie, les molécules qui sont au sein du Dancéal sont censées ne pas pénétrer, c'est-à-dire ne pas avoir d'effet systémique, ne pas pouvoir être dosées en sous-épidermique. Et on a un des meilleurs spécialistes mondiaux à Genève, qui était le doyen de la faculté de pharmacie, le professeur pas Kaya, mais Kalia, Yogeshwar Kalia, qui est un spécialiste du passage transépidermique et qui étudie ça de façon complète. Alors, je reprends, tu prends le Dancéal, les molécules ont une action au niveau des kératinocytes sans réellement pénétrés transépidermiques, mais ont une action biologique sur les cellules de l'épiderme. Donc la cosmétologie aujourd'hui, c'est ça. C'est on vous met à la surface de la peau des molécules antioxydantes, vitamine C, etc., qui vont probablement avoir un effet biologique sur les kératinocytes et sur l'épiderme, et indirectement, puisque l'épiderme communique avec le derme, peuvent indirectement avoir un effet au niveau du derme. Et donc toutes les pommades que les dames utilisent pour avoir la peau douce. Alors là, tu parles de l'hydratation. Alors l'hydratation, c'est se mettre un corps plus ou moins gras à la surface de la peau. Donc C'est ça ne tout. pénètre pas. Non. Bon, ça, c'était juste ma petite question. Mais attention, ça pénètre pas, mais ça peut être extrêmement utile parce que ça module la perte d'eau transépidermique, donc sur le plan physiologique. Ça peut avoir, parce qu'on est encore très très loin d'avoir compris la complexité des interactions que les kératinocytes ont entre eux et avec les fibroblastes, ça peut avoir des actions indirectes et ça assure un confort. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont jamais avoir
besoin et le sentiment d'avoir la nécessité d'appliquer, on va dire, un corps gras sur la peau pour être large, et d'autres, oui. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, les patients qui souffrent d'atopie, donc d'eczéma avec une sécheresse de peau importante, ont une mutation pour un certain nombre de protéines, dont la filagrine, et c'est des gens qui éprouvent le besoin de mettre du gras sur la peau. Donc, tout est, c'est extrêmement complexe. Merci, professeur, pour vos exposés. Juste une question, vous n'avez pas parlé du tout au niveau des vitamines. Oui. Pour la peau, c'est très important. Alors, attendez, oui, non. Alors, ce qui est très important, c'est d'avoir une nutrition équilibrée. D'accord? Alors, il y a le débat, mettre des vitamines sur la peau, non. Manger de façon équilibrée et éventuellement avoir une supplémentation vitaminique, oui, c'est important. Alimentation, alors là aussi, si vous voulez, je dirais globalement pour le vieillissement, aujourd'hui, on peut dire, vous avez 50 000 façons d'aborder les choses, mais le plus pertinent, c'est bouger, manger correctement, ne pas fumer et ne pas aller trop au soleil. Le reste, c'est un peu d'appoint. Autre question. Quel est l'effet qui sont relativement à la mode là, pour régler l'horloge biologique des écrans UV? Est-ce que ça a un effet sur la peau? Alors, est-ce que le fait de se protéger a un... Non, est-ce que le fait d'utiliser des lampes UV... D'accord. Hein? Alors là aussi, attention, il y a lumière blanche, c'est-à-dire la dépression saisonnière, si on veut être simple, avec la baisse de l'intensité lumineuse. Et ça, bon, c'est étudié, il y a un effet, je ne peux pas te dire par quel mécanisme, mais clairement, il y a un effet, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'une certaine quantité de luminosité, probablement au travers de la rétine, mais peut-être aussi directement sur la peau. Et de nouveau, il y a les variations individuelles, hein. Il y a des gens qui vont avoir envie d'être dénudés le plus possible en étant face à la lumière, je ne passe même pas du soleil, et d'autres non. Il y a des gens qui vont très vite souffrir d'une baisse de luminosité et d'autres moins. Mais globalement, si tu veux, la luminosité a clairement un effet sur notre chronobiologie. Par contre, se protéger, on va dire, des UV par une crème ou par du tissu, non. Je ne crois pas que ça ait un effet sur notre chronobiologie, sur le rythme du sommeil, etc. Si c'est ça ta question. Ah, alors, lumière blanche, zéro. UVA, il y a des pays où c'est interdit. Donc oui, il y a des dangers. En Suisse, c'est encore autorisé. UVB, c'est uniquement thérapeutique. Donc, je m'explique. Nous, on a des cabines où on délivre un rayonnement ultraviolet B volontairement parce qu'on sait qu'on module l'inflammation. Et on s'en sert beaucoup moins qu'avant parce qu'on a des tas d'autres outils thérapeutiques, mais on s'en sert quand même pour diminuer des réactions inflammatoires, eczéma, psoriasis, etc. UVA, avec tout ce que j'ai dit, c'est vraiment la dernière chose à faire. Et il y a un élément supplémentaire qui est étudié, c'est que probablement, quand on s'expose, on a l'ensemble du spectre, UVB, UVA, visible, infrarouge. Et on comprend maintenant que les cellules vont réagir avec des systèmes de protection contre les UVB et les UVA quand ils sont exposés à l'ensemble du spectre solaire. À l'inverse, si tu t'exposes qu'aux UVA, pour elles, ça ne représente pas grand-chose, donc il n'y a pas de système de protection qui se met en place, et c'est là que tu es le plus délétère. Et tu es délétère en termes de vieillissement, de fragilisation, et un peu en termes de carcino.
Donc, pas trop de cabines pour se bronzer avant l'été. Mais non, se bronzer avant l'été, c'est s'exposer progressivement, modérément. Voilà, c'est toujours la même chose. Gérer l'exposition naturelle. Oui, je vous remercie pour votre conférence. La question que j'avais, est-ce que sur les tubes de crème solaire, Pardon, je ne vous voyais pas. Dites-moi. Mettez le micro plus près. sur les tubes de crème solaire, est-ce que c'est spécifié si c'est physique ou chimique? Oui, oui. C'est marqué sur Oui, tous oui. les Alors, vous avez à la fois, c'est spécifié, et vous avez les différents filtres chimiques, et vous avez les différents éléments physiques. Il y a du titane, de l'oxyde de zinc, etc. Euh, Souvent, si vous voulez, les filtres de plus haute protection pour les adultes sont un mixte chimique-physique. D'accord. Et les crèmes solaires dites enfants, c'est en général que physique, c'est-à-dire que oxyde de titane et tout. La pâte de zinc, les montagnards qui faisaient l'Himalaya dans les années 50 et se mettaient sur le nez et les lèvres, c'est la même chose. Ou ce que mettent les surfeurs aujourd'hui, c'est la même chose. Mais je ne vous ai pas montré la photo de la golfeuse coréenne qui va jouer au golf. Alors, elle ne met pas de filtre. Elle a un masque qui lui masque complètement le visage. Elle a des gants, elle a les manchons. Il n'y a pas 1 cm² de sa peau qui est exposé au soleil. Donc, vous allez trouver aujourd'hui absolument tout ce que vous voulez comme barrière au rayonnement UV, que ce soit du tissu, des fibres élastiques ou des crèmes. Et pour notre tranche d'âge, est-ce que vous conseillez plutôt physique ou chimique? Alors, pour le bronzage, je conseille de bronzer sans rien du tout, mais en apprenant à bronzer, c'est-à-dire en fonction de son phototype, vous pouvez être mois de juillet à midi, 10 minutes au soleil, un quart d'heure, 20 minutes ou 3 minutes. Et vous aurez ou pas 2 coups de soleil et vous induirez en fait le processus de bronzage. Donc c'est plus pertinent d'essayer de comprendre si oui, vous pouvez bronzer. Je pense en tout cas pour vous, votre phototype vous permet de bronzer et Oui, d'ajuster. oui. Pas de bronzer, mais de se protéger quand même. Oui. Alors, se protéger, c'est très dépendant de ce que vous allez faire. Mon conseil, c'est en fonction de ce que vous allez faire, d'être soit très bien protégé, c'est-à-dire quasiment occulter le rayonnement, et à d'autres moments être peu protégé, mais pendant des durées qui sont définies. Alors, si vous avez la chance d'aller aux Maldives et que vous voulez faire de l'observation sous-marine et que vous allez rester 1 heure comme ça avec votre masque, sans protection, ben, vous sortirez de l'eau, votre peau, votre dos sera totalement grillée. Donc, aux Maldives, vous mettez des lycras et vous vous cachez du soleil. Si vous êtes ici à Genève-Plage et c'est midi, ben, vous pouvez être 1 demi-heure au soleil et vous baigner sans problème. Donc, c'est vraiment avoir conscience aussi de l'intensité du rayonnement, d'où on est, combien de temps on va rester, etc. Oui, merci beaucoup pour cette. Merci, vous m'entendez? Oui, oui. Merci beaucoup pour cette conférence très instructive. Est-ce qu'il existe actuellement un traitement pour le psoriasis? Alors, il en existe beaucoup. On Mais n'est pas, efficace, je veux dire. on n'est pas dans la Ça, dermatoporose, tout autre sujet, mais très vite. mais si vous voulez, très rapidement, ces 10 dernières années, ça a commencé il y a 20 ans, mais ces 10 dernières années, beaucoup de disciplines médicales vivent des révolutions thérapeutiques absolument fracassantes qu'on appelle les traitements biologiques. Et ces traitements biologiques, je le vis parce que j'ai vécu le psoriasis très difficile à traiter. Et maintenant, on a des traitements biologiques qui font qu'en l'espace de 3 mois, la personne n'a plus de lésions de C'est sous psoriasis. oral ou cutané? Oui, après. D'accord. Après. Oui. Oui, vous avez parlé de l'inefficacité de ces crèmes qu'on met sur le visage. Qu'en est-il des pommades des compagnies là qu'on nous donne pour les douleurs articulaires et tout ce bazar que moi j'y cours pas, mais enfin, voilà. Alors attendez, pour les douleurs articulaires, on utilise principalement des préparations avec des anti-inflammatoires. Oui.
Mais si elle pénètre pas, si j'ai bien compris, Ah, c'est peut-être plus j'ai pas subtil que compris. ça, attention. Non, la question de M. Loutan, c'était quand on met un émollient sur la peau, qu'est-ce qui se passe? Le terme pénétrer, dans une crème, vous avez un produit actif et l'excipient, plus ou moins gras, plus ou moins fluide. L'excipient ne pénètre pas, certains produits actifs pénètrent. Les produits actifs médicaux, là on est dans des traitements médicaux, ils pénètrent et la pénétration est démontrée. Donc, quand vous mettez un patch de Flector sans faire de publicité ou une crème Voltaren, vous avez une diffusion de l'anti-inflammatoire dans la zone d'application. Ça pénètre. Quand vous mettez une crème cortisone, ça pénètre. Et si vous en mettez de la tête aux pieds pendant des mois, c'est comme si vous faisiez une corticothérapie par la bouche. Moi, je n'ai pas de question, mais c'est juste une réflexion que je voulais partager parce que cette photo m'y fait penser. Parce que j'ai eu beaucoup de patients africains qui avaient un déficit en vitamine D. Parce que, parce que leur peau est faite pour résister au soleil qu'ils ont. Et puis, il paraît on est originaire d'Afrique et puis qu'on est monté. Mais plus on monte, plus la peau est claire. Hein. En Europe, tout au nord, ils ont la peau claire pour pouvoir faire de la vitamine D avec un peu de soleil. Tandis que les Africains, ils arrivent ici, avec leur peau qu'ils ont, ils sont tous en déficit. Hein. C'est mon expérience. Alors, j'avais une photo supplémentaire que je n'ai pas mise, qui est exactement votre remarque. C'est que vous avez une carte du monde avec les migrations et l'établissement des phototypes. Et en fait, effectivement, on va dire, au point de vue évolution, les races noires qui vont rester en Afrique c'est assez subtil. Elles sont à la fois protégées et en même temps, elles fuient le soleil tout en ayant suffisamment de soleil pour produire de la vitamine D. C'est la voiture noire, la voiture blanche. Vous demandez à une personne de race noire de se mettre au soleil, elle vous dit non, parce qu'elle capte l'infrarouge, elle a l'impression de cuire. Donc, si vous voulez, c'est très intriguant, en fait. Une personne noire est bien photoprotégée, n'aura pas envie de s'exposer parce que c'est désagréable pour elle, et va recevoir, vu l'intensité du rayonnement, probablement un rayonnement suffisant là où elle se trouve pour produire de la vitamine D. Si elle est ici, il y aura un déficit en vitamine D. Et les personnes de race blanche, plus vous montez vers le nord, plus vous avez de gens qui ont envie de s'exposer. Je parlais avec une collègue infirmière à l'hôpital qui était suédoise qui me disait, mais quand on était jeune, le moindre endroit entre les nuages où il y avait un rayonnement, un peu de soleil, tout le monde allait dehors, enlevait sa veste, se mettait, etc. etc. Et parce qu'en fait, c'est un besoin, je dirais, physiologique, ressenti peut-être à l'échelle cérébrale. C'est tout à fait juste. Hésité à poser cette question. Depuis quand a cette obsession de se mettre au soleil? Parce que quand on regarde les anciens tableaux, ces dames avaient des ombrelles, vous allez en Chine, on se protège contre le soleil et nous, contre le soleil. Alors, il y a deux choses, oui. Alors, on va dire c'est les congés payés. Quand on a eu le temps un peu de temps libre, mais c'est c'est difficile parce que si tu veux, de nouveau, plus on est clair, souvent plus on a envie d'aller au soleil et plus l'effet du rayonnement solaire est, va dire, discret. Je m'explique, discret jusqu'au coup de soleil. Discret dans le sens que tu ne chauffes pas, tu ressens pas l'intensité du rayonnement parce que ta peau est claire et puis bon, après tu as le coup de soleil. Donc je pense que ça doit être un des éléments qui a fait qu'à un moment on a eu envie d'aller au soleil. Après, je, je ne sais pas. Je pense quand même qu'au travers de ce besoin, même si au niveau des tableaux du passé, etc., on se protégeait, en Asie, tout le monde se protège parce que l'intensité du rayonnement, il est comme en Afrique. On grille en Asie. Ah oui, ça, je pense. Bah, ça dépend. Si tu es au nord de la Chine, non. Mais si tu es à Shanghai, oui. Si tu es au Vietnam ou dans toute l'Indonésie, tu as une intensité du rayonnement. Enfin, tu as plus voyagé que moi. Je ne sais pas que te dire. L'arrière-grand-mère
Non, non, les Renoirs, on bronzait pas. Oui. J'aurais voulu savoir ce qu'il en est des vêtements qui sont dits anti-UV. Alors, ils sont imprégnés de filtres, pour certains chimiques absorbants. Honnêtement, moi, je ne les trouve pas pertinents. Maintenant, comment tester un vêtement pour savoir s'il vous protège? Ben, vous le prenez, vous le mettez face au soleil. Si vous êtes ébloui et le rayonnement passe, c'est-à-dire vous prenez la chemise en lin tissée très large, ben vous avez une protection très relative parce qu'il y a à peu près 50 à 80% du rayonnement qui passe. Si vous prenez un jeans, vous le mettez devant le soleil, il n'y a rien qui passe, donc vous savez que vous êtes protégé. Le paradoxe, c'est que bon, plus c'est épais, plus c'est tressé, serré, mieux ça protège. Moins on a envie de porter ce genre de choses quand on est au soleil. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des développements de vêtements avec filtre, mais je dirais en tout cas ici et même dans les activités sportives, je ne trouve pas ça forcément pertinent. Pour les enfants, ma fille est obsédée par ça. On ne peut pas mettre un t-shirt normal. Il faut, voilà. Un truc qui coûte 4 fois plus cher, bien évidemment. Et globalement, qui peut être toxique. Non, parce que les filtres chimiques, c'est pas des molécules anodines. C'est vraiment pas des. Alors, c'est une toxicité très relative, on est bien d'accord. Pour certains, ça fait presque 80 ans qu'on les utilise. Les derniers en date, je crois, ils ont une bonne trentaine d'années et on les connaît bien. Mais c'est pas anodin pour l'environnement, ça c'est clair, parce que la plupart sont très stables et ils posent des problèmes. On a quelques allergies aux fils chimiques, mais c'est quand même rare, mais ça existe. Et je dirais, pour protéger les enfants, s'ils sont à la plage, on leur met un lycra et il faut aussi qu'ils aillent un tout petit peu au soleil. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des poudres de collagène? Alors, poudre de collagène, préparation d'acide hyaluronique, tout ce qu'on peut absorber en comprimé, compliqué. Dans les campagnes, les anciens, ils mangeaient la carcasse du poulet. La carcasse du poulet, c'est du collagène et de l'acide hyaluronique, hein, si vous voulez, des glycosaminoglycans, etc. Ça fait peut-être quelque chose, mais il y a eu des études, il y a des débats, personne ne sait. Un point qui est important, ça n'est pas toxique. C'est un premier point. Après, est-ce que c'est un plus réel? Et c'est très compliqué parce que c'est probablement pas le collagène que vous prenez, que vous absorbez, qui est dégradé, qui va repasser, qui va donner des aminoacides. C'est peut-être le collagène qui va faire que votre équilibre microbiotique dans votre tube digestif va être différent et que vous allez absorber des choses différemment et vous absorberez peut-être de meilleurs nutriments et au final, ça ira mieux ou vous aurez moins mal aux articulations parce qu'il y aura moins de facteurs inflammatoires qui vont passer au travers de la muqueuse digestive. Donc, je dirais pas de risque, mais rien de vraiment démontré. Ce que je voulais dire en réponse à M. Loutan, c'est que je pense qu'il y avait un facteur aussi très culturel. Moi, je me souviens, enfant en France, il y avait des dames d'une certaine catégorie sociale qui mettaient même des gants pour ne pas être bronzées parce qu'elles veulent être distinguées des gens qui travaillent la terre. Donc, il y avait cette très forte aussi engouement, je dirais, pour rester très blanche en tant que femme à une certaine époque, en France en tout cas, pour bien marquer les distinctions sociétales. Qu'on n'ait pas les congés payés, qu'on ait des femmes du maillot de corps et tout ça, comme on disait à l'époque. Mais sur le plan, disons, historique et évolution, on a quand même assez vite compris que, pour utiliser un terme cru, si on grille au soleil, ça se passe mal au bout d'un moment. Même si aujourd'hui, on a une espérance de vie qui est beaucoup plus longue que par le passé. Donc, les gens se sont quand même protégés. Ensuite, ils ont compris que le soleil, ça faisait des taches au niveau de l'épiderme. Et selon les cultures, on n'aime pas du tout les taches. Les Asiatiques, pas du tout. Les Africains, les taches ne se voient pas. Et eux, c'est plutôt, on n'aime pas le soleil parce qu'on a l'impression de cuire quand on va au soleil.
nous, on est entre les deux. Donc, on a basculé à un certain moment. Et je pense qu'il y a un élément culturel, mais il y a peut-être un élément physiologique du caucasien, d'accord, qui éprouve le besoin quand même de se mettre au soleil. Peut-être pour faire de la vitamine D un peu plus ou pour faire d'autres choses, on ne sait pas. Oui, alors, je voulais juste vous poser une question par rapport aux crèmes solaires. J'ai toujours été très, très étonnée de voir que dans la composition, comme dans, il y a de la dioxyne de titane, donc qui est réputée pour être cancérigène. Donc, je ne comprends pas pourquoi dans une crème solaire qui est censée nous protéger contre le cancer, on met du dioxyde de titane et puis que personne ne se soulève là contre. Donc, le dioxyde de titane a aussi été enlevé de tout ce qui est alimentaire, apparemment, sauf les dentifrices. Mais dans les crèmes solaires, même de bonnes marques, on trouve encore ce produit-là. Pourquoi est-ce que les dermatologues laissent faire? Alors, ça peut... Dioxyde de titane, quand on l'absorbe, c'est pas bon. Dioxyde de titane, quand on le dépose sur la peau, a priori, si votre couche cornée est en bon état, ça ne passe pas. D'accord? Donc, si vous voulez, c'est inerte à la surface. Après, les enfants, ils peuvent se lécher, etc. On peut considérer qu'il y a peut-être un peu d'absorption par ce biais-là. On a eu une longue discussion avec l'industrie et aujourd'hui, pour ce qui est des crèmes qui contiennent du dioxyde de titane, ils nous répondent qu'il n'y a aucune évidence de toxicité systémique, même si l'enfant aura tendance de temps en temps à frotter sa peau, sucer les doigts, etc., parce que les quantités sont infimes. Et à côté de ça, c'est une excellente molécule protectrice. Si on avait aussi bien, dans ce qu'ils nous disent, je ne suis pas un expert des crèmes solaires, ben, ils changeraient tout de suite. Mais ils ont, à leur dire, pas mieux, ou en tout cas pas aussi bien. Donc, de mon point de vue, la toxicité du dioxyde de titane en crème, au moment où on décide de l'appliquer, est faible. Alors, je m'explique. Je ne suis pas du tout partisan de je vais au soleil, je me tartine de la tête aux pieds. Non. Je sais si je peux aller plus ou moins au soleil en fonction de mon phototype, en fonction de l'endroit où je me trouve, de la période de l'année, de la journée, etc., de l'activité que je vais avoir et des vêtements que je vais utiliser pour me protéger. Et si je ne veux pas mettre de vêtements sur certaines zones du corps où je ne peux pas, là, je vais commencer à utiliser des écrans. Mais exemple pour les enfants, 100 fois le petit lycra et le bob et la protection pour qu'ils aillent jouer dans l'eau et les sortir et les mettre à l'ombre plutôt que de les tartiner d'une crème avec du dioxyde de titane. Donc il y a aussi une question, disons, de quantité d'utilisation. Juste une remarque, en Australie, vous avez mentionné à plusieurs fois beaucoup de la population est d'origine plutôt nord-européenne et ils ont été affairés par les statistiques de cancer de la peau. Donc, les petits écoliers australiens maintenant sont obligatoirement munis d'un chapeau à bord large. Et on dit les chaussures sont facultatives, mais les chapeaux sont obligatoires. Alors, il y a deux remarques. Les Anglais, ce n'est pas les Australiens, ce sont des gens originaux. Donc, une fois, ils ont fait une toute petite étude sur quel était le meilleur chapeau pour la protection solaire. Étude typiquement anglaise, et le meilleur chapeau, c'est le sombrero. Donc, ils sont prédits. D'accord? Donc, c'est clair. Plus un chapeau, mieux que la casquette. Et plus il est large, plus il vous protège. Après, les pieds, c'est le piège. Si vous vous promenez tout l'été en nu-pied, sans protection, moi j'ai des patients qui ont des précancéreux sur le dos des pieds et c'est très embêtant. Très embêtant à traiter et très embêtant pour le patient. Donc, il faut, voilà, il faut se protéger les zones du corps et là aussi une petite subtilité, il faut se protéger les zones sur lesquelles le rayonnement arrive
perpendiculairement. Donc, les hommes avec la calvitie, les épaules, le dos des pieds, les avant-bras selon comment on est. C'est une question de physique. Votre rayonnement, s'il arrive perpendiculaire, il pénètre. S'il arrive oblique, il a une partie réfléchie. Donc, les zones réfléchies, les cuisses, par exemple, bon, la face antérieure, si on reste comme ça, on a un coup de soleil si on reste 3 heures, mais les faces latérales, c'est très rare d'avoir un coup de soleil parce que le rayonnement est réfléchi. Donc, il faut aussi évaluer ça. Et tu parlais des poilus, ce qui est mon cas, a beaucoup moins de risques. Ah ben oui, non, mais c'est évident. Et à la fois parce que si tu veux, tu as une absorption et tu as une diffraction. Je suis australienne d'abord, je connais le soleil. Si on a un mauvais coup de soleil ou on se brûle, est-ce que la peau se réhydrate normalement ou on doit mettre une couche de crème spécifique pour réhydrater la peau après un coup de soleil? Alors, si vous avez un coup de soleil, le confort, c'est du froid. L'action médicale, c'est bloquer l'inflammation le plus vite possible. Donc, je prends une situation extrême. Il y a des gens qui prennent des produits photosensibilisants par la bouche pour bronzer. Et s'ils s'y prennent mal, ils ne bronzent pas, ils grillent. Quand ils arrivent en urgence, la première chose qu'on fait, c'est de leur donner de la cortisone, des anti-inflammatoires, du froid. Parce qu'il y a une question presque vitale. Mais si vous avez un gros coup de soleil sur les épaules, vous faites la même chose. Vous mettez un peu de froid, vous mettez une crème cortisone, vous arrêtez l'exposition et vous pouvez même prendre, si vous le tolérez, 500 mg d'aspirine. Ça assure un confort. Ça assure probablement pas une amélioration de la réparation ou peut-être en diminuant l'inflammation rapidement, vous allez mieux réparer derrière. Après le coup de soleil, la réparation, elle se fait, mais elle va se faire, comme vous avez vu pour les enfants, quand Xeroderma pigmentosum, mal ou très bien, selon votre génétique. Puisqu'on est dans les coups de soleil, est-ce qu'il y a une dernière question brûlante? Sinon, un tout grand merci. Merci beaucoup. Merci à vous.